Alors, je demandé à Nadia et Louis-Martin de changer de siège maintenant parce qu'on a de nouveaux invités. Hey. On se la joue vraiment talk show. Oui, je Luc? sais pas, toi, quand t'étais jeune, peut-être que t'étais même pas né, mais je sais pas, mais moi, j'écoutais avec ma maman, là, Michel Jasmin. Y en a-tu ici qui écoutait ça ce soir? Ben oui, on écoutait ça. J'ai pas connu ça, mon Non, Luc. t'as-tu connu ça? J'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Donc, il changeait de siège aussi. Ben oui, là, il venait se coller à Michel Jasmin, puis après, ben là, ça se décollait. Je suis très content que vous me compariez à Michel Jasmin. J'aurais préféré d'autres gens, mais je vais le prendre. Il est bien fin. Oh oui, écoutez... je pense que j'ai Charles Dissert qui me texte. Alors, sans plus tarder, on va maintenant parler donc de traitement du cancer. Traitement du cancer dans la manière dont on est capable donc d'aller identifier de manière très précise des tissus qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. J'invite maintenant, je vous invite à accueillir Frédéric Leblond et Kevin Petreka. Alors voilà, je suis Mathieu Jasmin dorénavant. Alors, Frédéric Leblond, bonsoir. Kevin Petreka, bonsoir. Donc, Frédéric, vous êtes professeur titulaire au département de génie physique et de Polytechnique de Montréal. Ça s'entend tant que ça, cette affaire-là? Non, mais je me dis, écoute, c'est phénoménal. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. J'ai animé ça toute la soirée. Hein? Est-ce qu'on l'aime, Mathieu Dugal? Est-ce qu'on l'aime, Mathieu Dugal? On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Je vais vous engager, hein? Besoin d'argent, moi. Merci. Alors, on va donc reprendre Frédéric Leblond. Donc, vous êtes professeur titulaire au département de génie physique de Polytechnique de Montréal. Vous êtes directeur du laboratoire d'optique radiologique, le LRO. Vous avez beaucoup de titres. Je rappelle que vous êtes cofondateur et scientifique principal d'ODS Médical. Bonsoir. Docteur Petreka, vous consacrez votre pratique clinique à traiter des personnes atteintes d'un cancer du cerveau et vous vous intéressez notamment sur l'origine, le développement et les propriétés des cellules souches du cancer du cerveau. Et on va voir vraiment qu'il y a des liens très importants entre vos deux pratiques. Mais auparavant, on a une petite vidéo qu'on voudrait vous présenter pour voir un peu dans le détail, dans la clinique, sur le terrain, comment se détaille le travail donc, de nos deux invités ce soir. On regarde. Lors de l'ablation d'une tumeur, pouvoir faire la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules saines est d'une importance capitale pour le chirurgien. Frédéric Leblond et ses collègues ont mis au point un outil qui indique en temps réel où se trouvent les tissus malades. De nos jours, le traitement du cancer est approché de différentes manières, mais souvent, pour les tumeurs solides, la première ligne d'attaque, c'est la chirurgie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller enlever le plus de tumeurs de tissus cancéreux possible durant une procédure chirurgicale. Le problème de nos jours, c'est que pour plusieurs pathologies, il est impossible de détecter tout l'étendue du cancer à l'aide des méthodes standards, comme par exemple la résonance magnétique. Puis ça peut être dangereux parce que ce qui revient, la maladie qui revient, souvent est associée à ce qu'on a laissé derrière en termes de tissus cancéreux. L'outil qu'on a développé, c'est une sonde optique qui a la forme d'un crayon qui peut être utilisé par un chirurgien pour aller interroger le tissu afin de détecter s'il s'agit de cancer ou de tissus normaux. Ici, on a la fameuse sonde qui a été utilisée pour l'étude clinique. Cette sonde-là contient plusieurs fibres optiques. Donc, les fibres optiques sont connectées à un laser et des sources de fluorescence. Donc, on envoie le laser jusqu'au bout de la sonde qui va être placé en contact avec le tissu à interroger. Et le laser va interagir avec le tissu qui est au bout de la sonde et on récolte le signal qui revient, qui est différent si c'est du tissu normal ou du tissu cancéreux. Les signaux optiques que nous obtenons, en fait, sont d'une certaine manière proportionnels à la concentration de différentes molécules. Par exemple, le métabolisme de tissus cancéreux est différent de tissus normaux, ce qui fait en sorte que, justement, leur contenu moléculaire sera différent. Par exemple, il y aura une concentration possiblement d'ADN plus grande dans un tissu qui est cancéreux versus un tissu qui est normal. Donc, nous, une des technologies que nous utilisons, la spectroscopie Raman, permet de détecter ces changements subtils-là.
L'outil est en voie de commercialisation, c'est-à-dire qu'il y a une société qui a été créée par le Dr Petrika, moi-même et deux associés, afin de commercialiser l'outil pour la détection de pathologies, entre autres au niveau du cancer du cerveau. C'est certain que l'objectif de tous les développements qu'on démarre dans le laboratoire, c'est justement que l'outil soit utilisé chez le patient puis qu'il puisse avoir un impact sur le traitement, éventuellement la survie du patient. Donc, dans ce sens-là, je pense que l'outil qu'on a développé est très près d'avoir un impact concret chez le patient. Donc, ça nous rend très, très, très fiers. Bon, ben, ma job est faite. Moi, je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Non, blague à part. C'est vraiment, écoutez, c'est un fléau. La recherche avance beaucoup, mais on se rend compte que plus on avance dans cette recherche-là, plus la complexité de cet objet-là, qu'est le cancer, apparaît. Ça se manifeste de toutes sortes de manières. On l'étudie aussi de toutes sortes de manières. J'aimerais qu'on revienne précisément sur votre domaine de recherche. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est un suivi en temps réel là, des tissus que cet instrument que vous avez développé vous permet de faire. Oui, en fait, c'est ça. Nous, on développe des instruments, comme Joanie le disait dans la vidéo, des instruments qui envoient de la lumière, qui permettent d'envoyer de la lumière sur un tissu durant la chirurgie, par exemple, puis de recueillir ce qui revient, mais de recueillir d'une manière très spéciale. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter la lumière, on pourrait dire, à plusieurs couleurs différentes de ce qui est réémis par le tissu, de manière à détecter d'associer certaines de ces couleurs-là, si on veut, à un contenu moléculaire, qui est réutilisé avec des méthodes un petit peu là, qui s'apparentent à l'intelligence artificielle là, pour réinterpréter le signal afin de dire, bien, est-ce qu'il s'agit d'un tissu qui contient du cancer ou pas, par exemple. Mais comment ça se fait qu'il faut, durant une intervention chirurgicale, par exemple, on doit requalifier des tissus? Je veux dire, on le sait qu'il y a une tumeur là. Comment ça se fait qu'il faut avoir cette sonde-là pour aller plus précisément chercher les tissus? Kevin, je rappelle que vous compreniez bien le français, mais vous allez répondre en anglais. Hein? C'est bien ça, ouais? Yeah, so the difficulty with brain cancers is that there is no margin between the cancer and the brain. And so while you're doing the operation, it's very difficult to tell. Parlez un petit peu plus proche. It's very difficult to tell if you're actually in normal brain or there's cancer there. So one of the things that we thought about while we were developing this technology was to be able to ask the question before you actually resect the tissue as opposed to afterwards, considering it is brain. So, for example, in colon surgery, it's very normal to remove an extra 10 centimeters of colon to give yourself a safety margin. In the brain, we don't have that luxury. So this Which surgery? Colon cancer, for example, or breast cancer, where tissues can be removed with safety margins. In the brain, we don't have that luxury, and so we wanted to be able to know in advance of removing it if the tissue actually contained a cancer. And the reason that's important is brain cancers are very invasive cancers. Dr Petrika nous dit que la marge de manœuvre, l'espace entre la tumeur et les cellules du cerveau est très, très, très mince. Donc, c'est important de bien préciser lesquelles cellules sont cancéreuses et lesquelles sont des cellules de cerveau. En cas de chirurgie du côlon, par exemple, on a l'habitude de pouvoir enlever plus, on a une marge autour de la lésion, on peut enlever plus de tissus qui ne sont pas cancéreux, mais on n'a pas cette liberté-là dans la chirurgie du cerveau. Exactly right. That's exactly right. Une caractéristique spéciale de la technologie que nous avons développée, justement, c'est de complémenter ce qui existe déjà. C'est-à-dire que, par exemple, ce que Kevin va voir dans une résonance magnétique avant la chirurgie ne représente pas nécessairement tout l'étendue tumorale. Puis notre technologie permet vraiment d'aller au-delà de ce que la résonance magnétique peut détecter, donc lui permet d'aller plus loin durant une procédure chirurgicale. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à développer dans la technique, justement, que vous avez mise au point? Bien, je peux commencer par la réponse. Je pense que la difficulté en arrière de tout ça, c'est vraiment de combiner la difficulté, mais le fun aussi, c'est de combiner les expertises associées à différents domaines. Donc, par exemple, pour développer cet instrument, on a dû démarrer avec la conception optique d'un système pour optimiser un signal. Puis c'est allé jusqu'à son intégration clinique, puis le développement de modèles mathématiques permettant de réinterpréter le signal. Donc, il faut passer à travers toute la chaîne qui inclut aussi une approbation éthique en hôpital, qui inclut que Kevin prenne du temps de sa chirurgie pour
tester, utiliser l'outil, puis éventuellement le tester dans le cadre d'études cliniques plus grandes. Donc, Kevin, à quoi ça ressemble, par exemple, ce que vous voyez lors d'une intervention chirurgicale, ce que vous montre la sonde? Qu'est-ce que vous avez comme image? Yeah, sure. Well, this is what my end of the probe is like. Of course, this is connected to spectrometers and computers, but this is what it looks like, and you just make contact with the tissue, and we get a readout on a computer screen. So all the algorithms do their work, and we find out what's the likelihood of there being cancer in that particular region. Donc, vous touchez une zone en particulier, et là, donc, les algorithmes font leur travail, et vous avez une lecture de ce que la sonde voit. Et donc, là, vous savez si le tissu que vous touchez, là, il est cancéreux ou pas. Et vous avez une idée, donc, de la grandeur du tissu, de sa profondeur. À quoi ressemble l'image? Yeah, so we don't actually have an image of the cells within the brain. We have a readout, which says, there's about an 80% chance that there's going to be cancer in this region. And the region is quite small, actually, so it's really in 2 dimensions, and it's just micrometers. And we designed it that way because it's very discrete, and we wanted to be defining really only the area that we would be operating in. And you go region by region when you do these types of surgeries, and so it's a very, very small area. So donc, we're interrogating millimeter by millimeter here. We're looking for cell after cell. Donc, on est dans l'ordre de grandeur du micromètre, vous disiez. Donc, on n'a pas de 3 dimensions. C'est vraiment une image en 2 dimensions. On touche et on sait que cette zone-là, très particulièrement, là, on a affaire à une zone qui est constituée de cellules cancéreuses ou pas. J'aimerais qu'on parle de la collaboration que vous avez développée. Après, on va passer à la première question avec Luc. Comment s'est opérée cette rencontre-là entre vous, justement, Dr. Petreka, et vous pour développer cet instrument-là? Oui, on s'est rencontrés dans un bar. Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des belles histoires commencent comme ça. Mais vous savez que la fameuse théorie de la téléportation quantique, c'est Gilles Brasseur qui me racontait ça, le physicien de l'Université de Montréal. Lui, c'était littéralement en nageant dans la mer. Il a rencontré un scientifique qui était à la même rencontre que lui dans les Caraïbes. Alors, le bar, c'est déjà beaucoup plus civilisé que sur le bord d'une plage en nageant en costume, presque en costume d'Adam. Donc, bref, oui. Blague à part, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'étais enseignant dans une autre université aux États-Unis, puis on me parlait beaucoup de Kevin Petreka à Montréal, puis je commençais à considérer revenir à Montréal. Donc, lorsque j'ai été recruté à Polytechnique, une des premières choses que j'ai fait, c'est justement de tenter de le rencontrer, malgré son horaire très chargé. Puis... ça vous a pas pris d'algorithme de Nadia et de Louis Martin, là, non? Désolé, meilleure chance la prochaine fois. Puis, en fait, moi, ce que je lui ai proposé à Kevin, c'est un ensemble de technologies optiques possibles que nous pourrions développer ensemble. Puis, ensemble, on a travaillé à voir qu'est-ce qui pourrait consister en la meilleure technologie pour lui. C'est-à-dire, on avait besoin de beaucoup de sensitivité et de spécificité aux endroits où il y aurait un très peu de cellules cancéreuses. Donc, on a tenté, il y avait cette méthode, la spectroscopie Raman qui existait. C'est ce qu'on a fait. On a développé cet outil-là tranquillement. On a fait nos premiers patients. Puis... Comment vous l'appelez, la spectroscopie? Raman. Raman. Oui. C'est une sorte de soupe, ça, hein? Oui, c'est une réadaptation d'un mets connu. Il essaie de bien parler, hein, c'est ça. On va maintenant on va passer à la première question. Alors, on va aller vers vous, cher public. Alors, au lieu de dire des niaiseries, hein? Alors, mais c'est fascinant, hein? Alors, mesdames et messieurs, dans le futur, quelle stratégie sera la plus prometteuse dans le combat contre le cancer? Est-ce que c'est A, la découverte d'un médicament, B, la combinaison de plusieurs médicaments, C, la combinaison de plusieurs médicaments et de chirurgie ou de radiothérapie, et D, toutes ces réponses? Mesdames, Messieurs, on parle souvent de comment on cherche une cure, le remède au cancer, mais là, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est peut-être plus qu'un remède, c'est peut-être une combinaison de remèdes. Et selon vous, qu'est-ce que ça va être? On va cesser le vote et on va écouter votre réponse. Ah! Bon, donc on a 71 qui répondent D. J'imagine le fameux Silver Bullet, Dr. Petreka, il n'existe pas. C'est bien ça.
I think C is a more reasonable answer, at least Ah for oui? the, yeah. More than D. Yeah, just, well, I mean, they're kind of exclusionary, so you kind of really can't have A and C together, I think. So I think you're going to need to have combinations. And Yeah, well, he that's- studied optimization, this guy. Sorry? Vous avez étudié, you studied optimization, I'm sure, right? Vous avez étudié Donc- l'optimisation. Donc, C serait une meilleure réponse que D, parce que, donc, ce que disait Dr. Petreka, c'est qu'il il y a des réponses qui s'auto-excluent. Lesquelles, donc, s'auto-excluent, selon vous? Well, the discovery of one medication suggests that that will be it. So that exists for very, very few types of cancers. Really, there are certain types of lymphomas where you can do that, so liquid cancers. But most of the problem with solid cancers, and I'm referring to breast cancer, brain cancer, prostate cancer, is that it's not one entity. It's a mass, that's for sure, and sometimes the mass can spread. But the real issue is that within that mass there are many types of cancer cells, and each cancer cell is a little bit different than its neighbor. So what treatment could work for a certain number of cells probably won't work for another population of cells within the same mass. So that's why combination treatments are very important. Surgery is still, and radiotherapy are effective treatments. I think it'll be a long time before we're not using those anymore. Très intéressant, ce que vient de dire Dr. Petreka, c'est que, bon, il dit pour les cancers qui sont des cancers solides, donc les cancers du sein, cancers du cerveau, ce sont des masses, mais des masses donc qui sont composées de plusieurs cellules cancéreuses différentes et elles ne réagissent pas, ces cellules-là, de la même manière aux différents traitements. Et donc, il faut vraiment réussir à combiner plusieurs types de traitements sur un même cancer pour avoir des résultats qui sont probants. J'aimerais qu'on revienne à la technique que vous avez développée ensemble. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait, parce que vous arriviez donc avec votre bagage, donc en optique notamment, Frédéric, qu'est-ce qui a constitué un défi dans le développement de cette technique-là, qui vous a forcé justement à vous dépasser dans votre domaine de recherche particulier? Bien, certainement, là, l'aspect qui a été le plus difficile puis qui a permis, je dirais, de nous distinguer, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher ces signaux-là qui sont hyper subtils de manière très, très, très rapide, donc rapidement. Donc, c'était en temps réel, en fait. Donc, aussitôt qu'on appuie, oui, ça donne une lecture. Oui, là. en fait, Kevin, l'outil qu'il utilise, cette sonde-là, c'est vraiment en une demi-seconde qu'on est capable de faire une lecture, puis de passer à travers les algorithmes pour produire faire une prédiction, en fait. Pourquoi? Donc, auparavant, dans les ouais. techniques que vous connaissiez, Ouais. c'était long faire ce processus-là? Oui, bien en fait, c'est l'acquisition qui est longue parce que typiquement, le signal Raman est jusqu'à 3 ordres de grandeur plus petit qu'un autre signal dans les tissus qui s'appelle la fluorescence intrinsèque des tissus. Donc, lorsqu'on détecte un signal Raman, le signal Raman il est vraiment caché par-dessus un fond, je vais dire background. Un fond, là? Fond, Oui, là. oui. Un fond énorme. Donc, on a besoin Donc, d'algorithmes. il y a du bruit, là. Ben, on pourrait appeler ça du bruit, Ouais. ou en tout cas des sources qui ne sont pas spécifiques à ce qu'on recherche. C'est souvent le cas en imagerie médicale d'ailleurs, là, mais donc on a été en mesure de développer les algorithmes et la technologie aussi pour aller chercher rapidement ce signal-là. Donc, c'est ça qui a été le plus difficile. Bon, là, ça fonctionne dans le cas particulier donc, du traitement de cancer du cerveau, mais est-ce que d'autres cancers qui créent ce genre de masse-là, est-ce qu'on peut l'utiliser, votre instrument, également, pour ça? Oui. En fait, nous avons réadapté la technologie, intégré la technologie dans le plan de travail associé à d'autres problématiques. Donc, par exemple, la chirurgie en lien avec le cancer de la prostate, le diagnostic au niveau du cancer du poumon aussi. Puis aussi en pathologie pour développer de nouveaux tests pronostiques pour aider à mieux stratifier les patients et évaluer éventuellement aussi si un médicament si un patient va répondre à un médicament. Puis en fait, je dirais un de mes rêves, moi personnellement, c'est d'être capable d'aller chercher dans un patient une signature Raman, qui est une espèce de portrait moléculaire là, du tissu, puis de dire voici le médicament approprié à cette maladie-là, par exemple. En fonction d'une signature précise? Ouais, juste une signature optique précise, d'être capable de dire, bon, voilà, ce sera le traitement approprié. Mais ça, il faut le faire directement sur la tumeur, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir, là. On peut pas pas souvent, on doit de toute manière aller chercher une biopsie pour faire un diagnostic. Pourquoi pas une mesure optique en même temps? Mais est-ce que la mesure optique, il faut que vous alliez toucher à l'ensemble de la tumeur ou vous pouvez le faire de manière, je dirais, peut-être plus macro?
Kevin l'a très bien Oui. expliqué. Le cancer, c'est très hétérogène et complexe. Donc, en principe, on devrait possiblement aller chercher plusieurs mesures à différents endroits. Écoutez, on va y revenir, on va aller à notre deuxième question, mais j'aimerais qu'on revienne justement sur peut-être encore, Kevin, le perfectionnement de ces techniques-là. Mais auparavant, on va passer à une seconde question. Ben oui, Luc, c'est à vous. Messieurs, mesdames, c'est une question qui se pose beaucoup ces jours-ci, hein, dans les médias et dans l'esprit de tous, avec cette émergence de l'analytique, de l'intelligence artificielle. Est-ce que la robotique et l'intelligence artificielle pourront remplacer les médecins traitants, les chirurgiens, les pathologistes, oncologues, etc.? Elle est intrigante, cette question, mesdames et messieurs. Alors, pour oui, c'est A. Pour non, c'est B. Et il n'y a pas de je sais pas. Alors, le verdict est rendu. Messieurs, mesdames, votre jugement. Oh! Ah, alors c'est une opinion forte, Mathieu. Alors, 20 des gens pensent que la robotique et l'intelligence artificielle pourront remplacer les médecins. Docteur Petreka, votre commentaire sur ce 20 on ne les fera pas se lever, inquiétez-vous pas. Est-ce que ça vous fait peur, ces techniques-là? Est-ce que vous pensez que ça vous menace? Well, I like the audience. I think that certainly we are using these things already. We use robots in surgery. It's common in all different types of surgeries, and artificial intelligence is used to certain degrees in ways that people just wouldn't have known. However, I think that a doctor-patient relationship is a special thing. I don't think that there will never be doctors, and certainly. Artificial intelligence or any sort of mathematical modeling or computation is based on the information that you give to the system. And we're still missing a lot of that for most types of medicine and cancers. Our understanding of many disease processes now is still quite rudimentary. We're still figuring things out. So no matter how good our computational science is, we have a lot of biology, biochemistry, physiology still to understand, to feed into the systems. But I do hope that that kind of computing power can get used in straightforward and fast ways for a clinical improvement as soon as possible. Très intéressant. Donc, Kevin Petreka disait que, bon, effectivement, ce sont des techniques qui se développent très rapidement, mais il y a la question de la relation du patient avec le médecin qui, elle, pour le moment, on ne peut pas la remplacer par les machines. Et l'autre chose qui est très importante qu'on dit pour avoir traité et pour traiter l'intelligence artificielle régulièrement, pour parler à des scientifiques à Radio-Canada, les scientifiques nous disent tous les algorithmes sont aussi bons que les données avec lesquelles on va les nourrir. Alors, la qualité de la donnée, c'est la chose, probablement une des choses les plus fondamentales quand on parle d'intelligence artificielle. Et on ne remplacera jamais quelqu'un qui est capable d'évaluer, en tout cas, la qualité de ces données-là qu'on va ingérer, avec lesquelles on va nourrir les algorithmes. Et donc, ça ne pourra pas nécessairement, pour le moment, remplacer, même si on en parlait de l'aide à la décision tout à l'heure en recherche opérationnelle. On pourrait dire que, effectivement, vous me corrigerez, Frédéric, ce que vous faites là, c'est un peu, on va rejoindre ce que font nos amis en recherche opérationnelle. C'est vraiment de l'aide à la décision que vous permettez aux médecins d'avoir. Oui, nous voulons complémenter le contenu informationnel qui est donné, qui est disponible pour les chirurgiens durant leur procédure, mais évidemment, on ne pourra pas remplacer l'intuition d'un chirurgien, d'un radio-oncologue dans le choix d'un oncologue dans le choix des traitements. Il y a comme des choses qu'on ne pourra pas remplacer, je pense, personnellement, avec les outils, le hardware puis le software. Mais il y a quand même des gens qui font ce qu'on appelle, les fameux, en anglais, on appelle ça les bold statements. Là, j'entendais Jeffrey Hinton, donc un des pères du deep learning, récemment dans une entrevue dans le New Yorker, qui parlait, pas des oncologues, mais bien des radiologues, et il disait les radiologues aujourd'hui sont dans la situation du coyote dans Roadrunner quand il arrive au-dessus du précipice, juste avant qu'il tombe. Bon, c'est un peu... c'est imagé. Oui, c'est imagé, mais c'est un peu baveux aussi. On n'est pas rendu là. Well, but that's a
pratique donc cette interdisciplinarité